Voilà. Alors, merci pour l'invitation et David m'a déjà présenté. Donc, je suis aussi médecin hyperbare, je suis prof à la Haute École et à l'ULB pour des médecins, pharmaciens, à la Haute École pour des kinés. Et donc, j'ai la chance aussi de superviser des mémoires. Et donc, si les gens viennent me trouver, c'est très souvent dans le milieu hyperbare, mémoire qu'on peut faire ou pas faire avec des plongeurs. Alors ici, je vais vous présenter un mémoire que j'ai fait. Vous voyez les autres étudiants, Maciel Lemki, Simon Zemmour et Xavier Tonneau. On a travaillé avec trois parce que le mémoire est relativement complexe en mesure. Vous allez voir, mes slides sont en anglais, mais c'est de l'anglais facile, médical. Je vous expliquerai tout ça. Vous voyez aussi mon collègue Costantino Balestra. On travaille dans le labo de la Haute École et dans ce labo, on peut partager pas mal de choses. On a pas mal d'instruments pour travailler dans le monde sous-marin. Donc, on a eu le projet FIPOT qui a été subsidié par l'Europe et qui est un projet pour... j'ai un retour de son ici incroyable. Ouais. Si vous pouvez ne pas appuyer sur les touches pour activer le son, sinon il y a un larcène terrible, il y a un retour terrible. Alors j'essaye d'enlever, mais je n'arrive pas à suivre. Voilà, c'est très gentil, merci. Voilà, désolé Guy. Et donc, dans ce projet FIBOT, on pouvait mesurer, c'est un projet qui nous a donné l'occasion de connaître mieux la physiologie des bulles en plongée. Alors ici, c'est une partie de tout ceci. Vous allez voir, donc on va regarder ici la variation pulmonaire, la variation au niveau des vaisseaux et du cœur, et on va aussi mesurer tout ce qui est fonction cognitive. Donc ça, c'est cérébral. On doit rester attentif sous l'eau et on doit savoir prendre des décisions. On va le faire dans le cadre de la plongée récréative. Comme ça, on avait des données qui étaient beaucoup plus proches du plongeur que les données militaires. Et ici, on va comparer l'air au nitrox. Pourquoi a-t-on fait tout ça? Donc, vous connaissez bien le nitrox. Je ne vais pas tarder ici à une explication du nitrox. C'est un gaz binaire qui est bien connu. C'est au fait de l'air qui est enrichi avec de l'oxygène. On a les pros et les contres de tout ceci et on sait aussi qu'on peut utiliser différents nitrox. Vous avez ici sous le slide de l'air, vous avez le nitrox classique 32, le 36, le 40, et là on voit que le pourcentage d'oxygène augmente suivant le pourcentage qu'on nomme de physiologie intégrée. Je vais essayer de couper mon micro parce que c'est... Voilà. Alors, le nitrox, les différents nitrox, l'air à 21% d'oxygène. Si on travaille avec le nitrox, on a de l'air qui est enrichi, 32, 36, voire 40, suivant le pourcentage. Et nous allons voir ici brièvement les points positifs et les points négatifs de ce nitrox. Vous voyez le troisième slide? Parfait, oui, voilà. Parfait, oui. Donc, en point négatif, commençons avec les points négatifs, c'est plus cher que de l'air. Donc, il y a un matériel qui est plus important. L'équipement est un peu plus spécifique et il faut respecter cette profondeur strictement. On reste près du simple. Le positif, et c'est pour ça qu'on a développé le nitrox, donc on a moins de narcose avec le nitrox, moins d'intoxication par l'azote. On peut faire des plongées plus longues, sans palier, ou bien on peut faire des plongées plus courtes, mais plus profondes. Il faudra toujours tenir compte de la profondeur avec la toxicité, la pression partielle d'oxygène qui est définie à 1,6 bar
en sécurité. Donc, avec le 40, ce sera 30 mètres, le 36, 34 et le 32, 40, les profondeurs qu'on ne dépassera pas. Alors, pourquoi a-t-on fait cette étude? Donc, je participe très souvent au Congrès européen de médecine hyperbare, l'EUBES. Et donc, à l'EUBES, en 2016, on a présenté une étude qui était un tout petit peu gênante. Et donc, le titre de cette étude, le nitrox est-il dangereux pour le plongeur récréatif? C'était une étude allemande qui était faite par Zenske. Et Zenske et son équipe, c'est un médecin hyperbare et un médecin du travail qui est le médecin des pompiers de la ville de Francfort. Alors, qu'est-ce que Zenske a fait? Il a pris 30 plongeurs pompiers et donc ils ont fait deux types de plongées. Une plongée à l'air et une plongée au nitrox 40. Ils ont fait la plongée type 30 minutes, 30 mètres. Ça a été fait dans un environnement où on pouvait mesurer, et donc il a mesuré différentes choses. On revient de nouveau au point positif et au point négatif. Premièrement, il va mesurer les bulles. On va mesurer les bulles d'azote. On va regarder les fonctions cognitives. Est-ce qu'on réagit bien ou pas? On va regarder le pulmonaire, comment le poumon réagit, et on va regarder aussi les fonctions vasculaires. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Forcément, en bulles, on avait moins de bulles d'azote. C'est le but du nitrox. Et en mémoire, on était un peu plus attentif aussi qu'avec l'air. Mais la surprise, la fonction pulmonaire et les résistances pulmonaires étaient drôlement changées et les plongeurs sortaient environ avec une fonction pulmonaire comme s'ils avaient fumé 20 cigarettes par jour pendant 20 ans. Et alors encore plus inquiétant, dans les fonctions vasculaires, on avait vu que la vasodilatation, quand on sortait de l'eau, était aussi diminuée significativement. Alors, pas mal de discussions suite à cette étude. L'armée française avait décidé que si il n'y avait pas de nécessité de plonger au nitrox, eh bien qu'on ne plongerait plus au nitrox, sauf le contraire. Pourquoi? Parce que l'armée française s'est dit en médecine à long terme, est-ce que le plongeur militaire va se plaindre dans 10 ans qu'il fait plus d'un phare s'il plonge avec le nitrox qu'un plongeur qui a continué à plonger à l'air? Question qu'on ne sait pas répondre. Alors, quels étaient les objectifs? Qu'est-ce que nous, on a voulu faire? On a voulu mesurer les effets du nitrox 32. On s'est limité au nitrox 32, qui est le plus classique en plongée récréative, et on va le comparer à l'air. Et on va le faire pendant une plongée récréative, et on va mesurer de nouveau la fonction pulmonaire, on va mesurer le vasculaire et le cœur, et on va mesurer ses fonctions cognitives. Et on va regarder, est-ce que c'est vrai, est-ce que le positif et le négatif priment là-dedans, et quelles sont les décisions qu'on devait prendre. Ça, c'est un peu refaire l'étude que les Allemands avaient faite, mais vous allez voir beaucoup plus sophistiqué, avec les outils qu'on a à la haute école et qu'on avait dans le projet FIPOT européen. Mais on voulait aller plus loin, parce que les gens se sont dit, oui, c'est à la sortie de l'eau, mais après. Donc, on a mesuré juste à la sortie, pendant la plongée, donc alors que les Allemands ont mesuré juste à la sortie, on a mesuré à la sortie de l'eau et on a encore remesuré un petit temps après la sortie. On a mesuré 2 heures après la sortie. Prochain slide. Voilà. Critères d'inclusion. Quand on fait des études et qu'on veut mesurer sur des petites données, donc il faut être très strict, il faut éliminer les gens qui peuvent perturber les mesures. Et on a pris des gens vraiment stricts, neutres. Il fallait avoir plus de 18 ans, il fallait plonger régulièrement, donc on n'a pas pris des débutants. Donc les gens étaient des plongeurs 3 étoiles CMAS, l'IFRAS minimum.
Ils devaient forcément avoir leur certification nitrox, sinon pas possible. Ils devaient avoir leur aptitude médicale. Et puis, il faut tout de même une motivation. Vous allez voir, on a mesuré beaucoup et c'était une course contre la montre pour réunir tous ces gens dans le bon timing et de faire une bonne planification pour avoir ces résultats. Alors, en exclusion, on a exclu toutes les pathologies qui pouvaient avoir une influence sur nos méthodes de mesure. Donc, pas de problème cardiaque, donc pas de patients qui prenaient des médicaments cardiaques, pas d'hypertension. Même chose pour le poumon, pas de patients qui étaient des fumeurs ou qui avaient un asthme léger, mais qui pouvaient plonger, ou une bronchite chronique débutante. On a éliminé toute l'influence de toxines et donc aussi d'autres maladies. Donc, tout plongeur qui prenait des médicaments, on a exclu. Prenons le cas, si vous prenez des somnifères, vous allez avoir une influence sur vos fonctions cognitives. Elles vont être moins bonnes. Donc, on a exclu ces gens. Et donc, si on participait à une autre étude, on ne participerait pas à cette étude-ci. Alors comment? Toute cette population, pas très simple, on a essayé de recruter des plongeurs. Vous devez aussi savoir qu'un mémoire de fin d'études, il y a aussi des limites. Donc ce mémoire doit passer devant un comité d'éthique et c'est un peu une course contre la montre. Tout doit être fini quelque part en avril. L'étudiant doit savoir rédiger et donc le mémoire officiellement doit rentrer début mai pour être présenté fin juin devant un jury. Donc on a sélectionné 17 membres, 17 plongeurs de la LIFRAS, des hommes et des femmes. À la fin, on a inclus 10 hommes. Pourquoi on a exclu les femmes? Pour des raisons de prise de médicaments, entre autres des pilules contraceptives. Donc, on voulait être très clair avec ça. Et à la fin, les 10 patients ont terminé, les 10 plongeurs ont terminé l'étude, mais de 6 plongeurs, on a vraiment beaucoup de résultats. Vous allez voir, ce n'est pas toujours très facile de mesurer tout ça. Alors, on va un peu regarder en détail tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a mesuré. On va un peu s'attarder ici, car là, on était beaucoup plus sophistiqué que l'étude allemande. Donc, on a mesuré des paramètres, premièrement, le poumon. On a mesuré des paramètres pulmonaires et on a utilisé le mini spiromètre qui existe et qui nous donne les mêmes valeurs qu'un grand spiromètre à l'hôpital. On a mesuré la capacité vitale, c'est la capacité pulmonaire qu'on emploie en inspiration, en expiration. Ça, c'est un volume. Mais en fait, en médecine sportive, comme en plongée, on est beaucoup plus intéressé par des débits que par des volumes. On peut avoir un grand volume, mais consommer beaucoup. Donc, prenez la voiture américaine qui a un tank de 120 litres, mais elle consomme 18 litres au 100 km. Donc, c'est un peu pour vous donner l'idée ici. Donc, on a mesuré aussi la FEV1, c'est ce qu'on sait expirer, le volume qu'on sait expirer au maximum la première seconde d'une expiration forcée. C'est un test relativement très fiable et qui nous donne pas mal d'idées. Pour vous donner une idée, un patient qui est asthmatique va souffler moins vite et aura des valeurs qui sont moins grandes. Sachez que l'expiration reste tout de même une fonction clé en plongée. Si on n'expire pas bien, on est sujet quelque part à une surpression pulmonaire localisée dans le poumon et c'est tout de même un des accidents les plus graves en plongée. Alors vous voyez les autres paramètres PEF, c'est le débit expiratoire, qu'est-ce qu'on sait ventiler au maximum, donc on doit savoir ventiler pas mal parce qu'on fait un effort et l'effort est un peu plus dur sous l'eau. Alors les paramètres qui suivent, vous voyez le FF25 et le 2575 sont des paramètres qui vont nous donner, je le montrerai après avec les résultats, sont des paramètres qui vont nous donner une idée sur les petites voies aériennes. Les 75 sont les grandes,
Donc, ce sont les voies aériennes qui sont plutôt atteintes dans l'asthme, et les petites voies aériennes, quand on s'approche des alvéoles, les bronchioles, sont les voies aériennes qui sont plus atteintes chez un fumeur chronique. Et donc, on va regarder la part des choses, quelle est l'influence de l'air et du nitrox sur ces paramètres pulmonaires. On sait par d'autres études qu'on a fait qu'en plongée, c'est tout de même un effort important sous l'eau, que nos paramètres pulmonaires baissent. Ils ne vont pas augmenter, ils baissent, mais on reste toujours dans des valeurs qui sont des valeurs non pathologiques. Deuxième volet important, c'est tout le cardiovasculaire. Et dans le cardiovasculaire, la première chose qu'on peut faire, c'est du nitrox. On veut voir si on a moins de bulles. On va mesurer ces bulles, on a un échodoppler, et on va mesurer les bulles dans l'artère carotide, on va les quantifier et on va voir et on va compter ces bulles sur l'image et donc avoir une idée si on a plus ou moins de bulles. Forcément, chaque plongeur était son propre paramètre, son propre comparaison. On a des gens qui sont des grands bulleurs et d'autres qui sont des petits bulleurs. Eh bien, chaque plongeur s'est comparé dans l'étude à lui-même. Deuxième paramètre qu'on mesurait, c'est le FMD. Et FMD sont des termes anglais, c'est Flow Mediated Dilation. J'explique, on va prendre l'artère dans le bras et on va mesurer le flux. Mais quel flux? On va mesurer un flux qui a été provoqué par une vasodilatation. Comment va-t-on faire ça? On prend une manchette, comme la manchette qu'on emploie pour mesurer une tension artérielle, et on va gonfler cette manchette pour qu'aucun sang ne passe. Et puis, c'est standardisé, on va garder cette manchette gonflée pendant un laps de temps bien défini dans l'étude, et puis on va relâcher brutalement cette manchette et on va mesurer le flux dans cette artère brachiale. Forcément, on va avoir, quand on comprime tout, cette vasoconstriction mécanique qu'on a fait avec la manchette sera suivie d'une vasodilatation et on va regarder comment notre système vasculaire, comment nos artères répondent à cette vasoconstriction. Une vasodilatation est importante, on augmente le débit sanguin et donc là aussi on peut mesurer ce flux avec de l'échodoppler. Alors on passe à d'autres paramètres, donc les paramètres cognitifs. Ces paramètres cognitifs sont des paramètres qui ne viennent pas du tout du monde de la plongée, qui viennent du monde de l'aviation et de l'aéronautique. Donc, on a utilisé ces paramètres avec l'accord d'une UNIF de Californie. On emploie ces paramètres pour tester des pilotes de chasse sur leur vigilance. Et on s'est dit dans notre projet FIPOT, pourquoi ne pas utiliser ceci dans le monde sous-marin? Ça n'était pas fait avant le projet FIBOT. Et donc, moi, je l'ai utilisé dans ma partie d'étude, ici dans celle-ci. On l'a utilisé en plongée enfant et on l'a utilisé dans d'autres situations avec des pilotes de Formule 1. Alors, j'explique. Premier test qu'on peut utiliser, vous voyez le Perceptual Vigilance Task. Test que vous avez certainement vu et que vous savez retrouver dans l'ordinateur si vous allez rechercher. Donc, c'est au fait un écran. On va mesurer le temps de réaction. L'écran est noir et on va avoir une boule rouge qui va apparaître et on va immédiatement cliquer et on va mesurer ce temps de réaction. Ce temps s'enregistre en millisecondes sur un ordinateur. Et ici, on a eu la chance, avec le projet FIPOT, qu'un des partenaires du projet FIPOT européen était Mares. Et Mares nous a configuré un ordinateur avec ces tests que je vais vous montrer. Donc, ces ordinateurs ne sont pas disponibles dans le commerce. C'est un ordinateur classique commercial où Mares, à notre demande, a introduit 3 tests cognitifs.
Donc, je pense qu'on en a 12 de ces ordinateurs. Il y en a encore, je pense, 7 qui fonctionnent. Deuxième test, pourquoi ce test de vigilance? Ce test de vigilance est important parce que ça nous donne un temps de réaction, mais ça nous donne aussi une idée si on reste attentif. Attentif avec ses yeux, attentif pour prendre des décisions, parce que les décisions, elles sont là, on devait pousser avec, sur les boutons de l'ordinateur. Je vais vous montrer par après, pour standardiser le tout, ce test était fait couché dans l'eau, dans la position horizontale, quand on l'a fait hors de l'eau, avant et après la plongée. On a pris la même position horizontale et on a utilisé les mêmes gants de plongée pour ne pas falsifier la rapidité pour pousser sur les boutons. Ce test n'a pas été utilisé par les Allemands. Deuxième test, c'est un test que les Allemands ont utilisé, mais pas dans l'ordinateur. Donc, on a utilisé un calcul mathématique dans l'étude allemande, des subtractions sur une tablette. Ici, on est beaucoup plus sophistiqué. C'est aussi de nouveau un test utilisé pour l'aviation. Et donc, sur l'ordinateur, vous allez voir deux chiffres. Vous allez faire une addition et une soustraction. Et vous devez juste répondre si le chiffre est plus grand ou plus petit que 5. Vous poussez à gauche ou vous poussez à droite. Donc, j'ai utilisé ça dans le monde de plongée enfant. Et là, il y a un petit bias parce que dans les enfants, si vous avez des enfants de 8 à 10 ans, il y en a qui calculent très vite et il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment las de calcul. Et donc, ce test n'est pas très fiable chez les enfants, mais bien chez l'adulte. Alors, le dernier que je vous montre est probablement un des tests qui sera utilisé dans le futur pour la sécurité de la plongée. Et je pense qu'on essaye d'inclure ce test dans les ordinateurs qui viendront sur le marché. Donc, ce test s'appelle, est l'abréviation de CFFF. Donc, ça nous vient du mot Critical Flicker Frequency Fusion. J'explique. Donc, vous savez émettre une lumière bleue par une diode. Le bleu qu'on a dans les ordinateurs, c'est un petit point bleu. Et ce petit point bleu, vous savez augmenter ou diminuer la fréquence de cette lumière. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va augmenter cette fréquence et à partir d'une certaine fréquence, on ne voit plus que le bleu clignote. Ça devient une lumière continue. On peut faire ce test en montée, donc on augmente la fréquence et le sujet qui sera testé va juste pousser sur le bouton et on va mesurer quel est ce temps où il voit toujours il voit toujours clignoter cette lumière bleue. On peut le faire aussi en descendant. Donc c'est un test très facile et c'est la première fois qu'on l'utilisait aussi dans l'eau. On a su fabriquer des tests Flickr à utiliser sous l'eau. Forcément, quelqu'un doit administrer le test et un chronomètre et regarde. Le chronomètre est sur l'écran du test et la diode, on la place à une distance standardisée de la lunette de plongée, du masque de plongée. Et donc, c'est très facile à apprendre et c'est très facile à noter tout ceci. Alors, forcément, quand on va mesurer des fonctions cognitives pour voir si on est bien alerte et en plongée, on doit être alerte et on doit savoir prendre des décisions. Si on ne sait pas prendre de décisions et si on perd cette vigilance, il y a tout de même danger pour le plongeur ou pour les autres. Alors, la déshydratation joue tout de même un grand rôle dans ces tests. Si on est déshydraté, vous fonctionnez moins bien. Regardez avec une température cet été de 40 degrés, vous n'êtes pas dans l'air chaud, vous êtes dehors, vous êtes un peu somnolent et vous allez réagir nettement moins vite à ces tests. Ici, on voulait être sûr que la déshydratation
ne jouait pas trop de rôle sur ces tests. Donc on a mesuré cette déshydratation et la façon la plus simple, c'est de récolter de l'urine immédiatement après la plongée et puis quand on a mesuré 2 heures plus tard, de récolter de l'urine et de voir quelle est la déshydratation ou non du plongeur qu'on examine. Donc vous voyez ici qu'on a fait tout de même pas mal de tests, une spirométrie, donc il faut souffler 3 fois. Mesurer cette artère brachiale, hein, c'est quelque chose qui dure un petit 4 minutes. Compter les bulles dans l'artère carotide, c'est aussi plusieurs minutes. Et puis ces fonctions cognitives devaient se suivre. On a standardisé le tout. La première chose qu'on mesurait était les bulles quand on sortait de l'eau. Hein, et puis on a standardisé le tout. Donc on a utilisé des gens pour notre logistique, que tout le monde était chaque fois mesuré au bon timing. Alors, comment a-t-on fait? Donc, on a mesuré hein, au début, avant la plongée, on a couché le sujet à plat, comme dans une position de plongée. Il a fait les tests avec son masque et avec ses gants, pour ne pas falsifier les méthodes de mesure. On a fait donc la fonction pulmonaire, la spirométrie, on a mesuré la FMD. Ça n'avait aucun sens de mesurer des bulles avant la plongée, donc il ne pouvait pas avoir plongé dans les 48 heures avant cette plongée-ci. On a fait le test mathématique, on a mesuré la bulle rouge, on a fait le flicker test, c'est un test qu'on va faire 3 fois, et on prend la moyenne, et puis on a mesuré la gravité de la densité urinaire. Tout ceci avant de plonger, et puis les plongées ont commencé. Je vous montrerai la pratique par après. On a mesuré sous l'eau quand on arrivait passer vers les 20 minutes, on a mesuré dans l'eau, et là c'est tout de même relativement neuf, car très peu de mesures en plongée sont faites dans l'eau. Hein. On mesure avant et après l'eau. Hein, faire une FMD dans l'eau est impossible. Hein, mettre un échodoppler dans l'eau, ça ne va pas. Mais donc, on a mesuré tous nos tests cognitifs sous l'eau. On veut être sûr qu'on reste tout de même vigilant et qu'on sache rester prendre des décisions sous l'eau. Et puis, on a mesuré à T2. T2 était juste à la sortie de l'eau. Là, en plus, on a compté les bulles et on a refait tous les mêmes tests. Et puis, on a mesuré encore 2 heures plus tard. C'est là aussi toute la différence avec l'étude allemande, parce qu'on voulait voir est-ce que ces paramètres reviennent à la normale après 1 heure ou 2 heures, sinon on n'est tout de même pas très bien parti avec ce nitrox. C'est la différence avec l'étude allemande. L'étude allemande a mesuré uniquement la sortie de l'eau. Alors les gens, lors de congrès, hein, je vais tout de suite vous donner les petites remarques, m'ont dit « Ah Guy, c'est tout de même dommage que tu n'as pas mesuré 4 heures après la sortie ou 6 heures après la sortie. » Mes chers plongeurs, je peux vous dire que garder des plongeurs aveuglés pendant 2 heures sans aller boire une bière, ni manger un sandwich et remesurer 2 heures après, c'est déjà pas mal pour les étudiants d'avoir obtenu tout ça. Mais mesurer 4 heures après sans manger, sans boire, est quasi, d'un point de vue pratique, pas possible. Donc on n'a pas de mesures à l'heure 4. Alors ici, vous voyez, le spiromètre, il est petit. Hein, on le voit sur l'écran, mais le spiromètre est relié à un ordinateur portable. Et dans cet ordinateur portable, vous voyez toute la courbe. Dans une spirométrie, on regarde souvent la courbe. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici. Donc ici, ça c'est la courbe montante, c'est la première seconde d'une expiration forcée. Et quand on redescend dans l'expiration, ici on arrive à la fin de l'expiration et on va mesurer toutes les petites voies aériennes, comment elles fonctionnent. Ceci c'est l'inspiration et là on a l'expiration. Donc, ce qui nous intéressait certainement était les petites voies aériennes. C'est là qu'on avait vu les grosses différences dans l'étude allemande avec la plongée nitrox. Alors ici, la fonction vasculaire, on a mesuré avant, on a mesuré après, et puis on a mesuré 2 heures après. Hein, de nouveau, cette dilatation
de l'artère au niveau du bras. On a mesuré la fréquence cardiaque forcément et on a mesuré les bulles, hein, ceci à la sortie de l'eau, et on a refait la même chose 2 heures après cette sortie. Donc ici, vous voyez un peu de plus près ces tests cognitifs. Le Flickr test, c'est un petit écran on a fait mesurer d'autres plongeurs et on a appris ce test aux plongeurs. C'est relativement facile à apprendre. L'apprentissage est fait en 10 minutes. Hein, et vous devez tenir la sonde que vous voyez ici devant les yeux à une distance standardisée. Alors là aussi, on a voulu faire une étude en milieu naturel, mais donc faire ceci en Zélande, on a essayé, c'est pas possible parce qu'entre les week-ends, en Zélande, la visibilité est tout à fait différente. Ici, il faut avoir une même visibilité et vous verrez, on a fait cette étude. Ceci, c'est le test mathématique. Vous voyez l'ordinateur Mares qu'on nous a prêté. Vous avez les boutons ici en dessous et pour répondre à ces tests cognitifs, il fallait pousser soit à gauche, soit à droite pour dire c'est plus grand ou c'est plus petit que 5. Hein, le calcul se suivait et donc le plongeur devait faire environ 20 calculs qui se suivaient. Le temps de réaction, donc ce test-ci va nous donner le temps de réaction, le temps de faire des décisions et aussi une certaine réflexion parce qu'il faut faire un calcul. Je vous ai oublié ce test Critical Flickr Fusion Frequency est plutôt un test inconscient. Ça va mesurer si notre cerveau reste attentif, si notre cerveau reste vigilant. Et je peux déjà vous dire d'avance qu'en plongée, on est plus vigilant que dans notre mode terre. Pourquoi? Parce on rentre dans un milieu qui n'est pas notre milieu naturel, même si on a l'habitude, bien on met notre cerveau dans un cran plus haut pour être plus attentif, ce qui est vraiment une bonne chose. L'organisme est tout de même pas mal fait. Ici, avec cette boule rouge qui apparaît, on doit cliquer sur les boutons, on mesure le temps de réaction. C'est de nouveau, ça nous donne une idée sur le temps de réaction. Ça nous donne une idée de concentration, parce qu'il faut être concentré sur l'écran pour bien vite voir cette boule rouge apparaître. Et de nouveau, une idée de vigilance. Et forcément, quand on a mesuré l'urine, on a mesuré la densité de l'urine et ça nous donne une mesure indirecte de la déshydratation. Alors, sachez que dans des études précédentes qu'on a faites, des fois, on a trouvé des plongeurs qui étaient beaucoup plus déshydratés en piscine qu'en plongée normale, parce qu'en piscine, on ne doit pas faire attention pour rien, alors qu'en plongée, on s'hydrate. En plongée, en milieu naturel, on pense à boire. Alors, les plongées. Où a-t-on fait ces plongées? Donc, le plus simple, donc, on a utilisé la carrière René Crépin à Vaudelet. On a l'infirmerie, on a aussi le local pour mesurer à l'intérieur. C'était des plongées qui étaient faites pendant la période de février, début mars, de 2 semaines de temps, pour garder les constantes de l'eau et de la visibilité aussi constantes que possible. Donc, c'était une plongée de 30 minutes à 30 mètres, avec de l'air comprimé. Et puis, on a fait une autre plongée, 30 minutes, 30 mètres, avec du nitrox 32. Et donc, il fallait un respect minimum de 24 heures entre les deux plongées. En pratique, ces plongées ont été faites un week-end et puis le week-end d'après. Il y avait plus que 24 heures. Donc, il n'y a pas d'interférence de bulles qui circulaient encore pour interférer soit avec l'air, soit avec la plongée nitrox. Alors, regardons un peu les résultats. Et puis, on va discuter ces résultats. Donc, vous voyez ici, dans le graphique, l'air est en couleur bleue et en orange, vous allez voir le nitrox. On regarde les bulles et les bulles étaient comptées par 10 cycles cardiaques. C'est une des méthodes classiques qu'on emploie en médecine de plongée. Et donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence quand vous voyez des petites étoiles au-dessus.
ça veut dire que la différence est significative, hein. Et donc, T1, c'est après la plongée, et T2, c'est 2 heures après la plongée. Donc, on voyait entre l'air et le nitrox, à la sortie de l'eau, il y avait une différence significative de bulles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on emploie ce nitrox. Et 2 heures après, il y avait encore une différence qui était significative et qui était en faveur du nitrox. Il y avait toujours moins de bulles dans le groupe nitrox. Alors, si on va regarder maintenant, on va remettre, ici on prend la fonction endothéliale, donc on va comprimer l'artère, on va regarder la dilatation, si ça se dilate bien, et puis on va mesurer le flux dans cette artère. Les Allemands avaient fait la même étude et là, ils avaient vu une grosse différence. Si on regarde entre l'air et le nitrox, forcément, donc à la sortie de l'eau, il y a une différence. On voit ici que cette dilatation est nettement moindre dans le nitrox. Donc, notre fonction vasculaire des vaisseaux est diminuée. Le vaisseau répond nettement moins vite, ce qui est quelque chose qui est tout de même pas positif. Si on allait regarder 2 heures après la plongée, ouf, les valeurs étaient, les temps de réaction au niveau du vaisseau étaient de nouveau comme avant et étaient de nouveau normaux. Donc, c'est la chose qu'on ne savait pas répondre avec les Allemands. Donc, ici, donc, première chose, le vasculaire, les bulles, c'est mieux, la dilatation des artères, c'est nettement moins. Mais après 2 heures, on est bon. Alors, regardons maintenant nos fonctions cognitives. On va regarder ce critical flicker frequency. Il y a beaucoup plus de données ici. Hein, dans cette partie ici, on va regarder avant la plongée, parce qu'il faut tout de même regarder est-ce qu'on est attentif avant notre plongée. Et vous voyez qu'avant la plongée, il n'y a pas de différence entre les différents groupes, hein, tout le monde est attentif. Si on va regarder ici le gain avec le nitrox, il y a un tout petit gain avec le nitrox, on est un tout petit peu plus attentif. Et si on va regarder entre les différents groupes, on mesure le groupe R, le groupe nitrox, le groupe T1, le groupe T2. On voit une toute petite différence juste à la sortie de l'eau et il n'y a plus de différence après. Donc, très légère différence, c'est juste statistique pour le groupe nitrox, mais ce n'était pas néfaste pour l'autre groupe. Si on regarde le groupe où on a mesuré les tests mathématiques, avant la plongée, on ne voit pas de différence. À la sortie, hein, pendant la plongée, on a mesuré aussi. Et pendant la plongée, vous voyez, si vous prenez avant et pendant, on est plus vigilant dans l'eau qu'avant. Maintenant, là, il faut aussi tenir compte, si on va plonger longtemps et plus profond, on aura l'effet néfaste de l'azote, hein, qui va diminuer cette fonction cognitive. Hein, ici, on plongeait avec le nitrox et entre groupes, on ne voit pas tellement de différence. Si on mesure cette bulle, les différences ne sont pas significatives non plus. Alors, la déshydratation, on va regarder cette déshydratation. Donc, on voit dans le groupe R, il n'y a pas de différence, hein, ni les mesures avant la plongée, après la plongée et 2 heures après. On n'est pas déshydraté. Dans le groupe nitrox, hein, on a tout de même été étonné, on est beaucoup plus déshydraté quand on sort de la plongée en nitrox. Hein, cette déshydratation n'est pas favorable. Hein, donc, si on est déshydraté, on essaye d'éviter ça. Hein, tout plus concentré peut jouer d'un effet néfaste dans un accident de décompression, même si on a moins de bulles. Et si on compare tous les groupes, ici, on ne voit pas tellement de différence. C'est juste à la sortie de l'eau avec le nitrox. Alors, la fonction pulmonaire. La fonction pulmonaire, si on va regarder cette fonction, après la plongée, hein, on a comparé l'air et le nitrox.
juste à la sortie, et puis on a comparé 2 heures après la sortie. Si on regarde la capacité vitale, elle n'a pas changé, ce n'est pas significatif. Ça a un peu baissé, parce qu'on a fait un effort sous l'eau, qui est un effort important, mais il n'y a pas de différence. Si on regarde la première seconde de l'expiration forcée, il n'y a pas de différence non plus. Ça reste tout de même très bien. On sait ventiler très vite et bien. La troisième ligne, c'est ce qu'on appelle le Tifeno. C'est un index pour mesurer si on a une maladie pulmonaire ou non, asthme, BPCO ou normal. Ça n'a pas changé. Comme forcément les 2 précédents n'ont pas changé, la relation n'a pas changé. Puis on a mesuré le débit expiratoire, c'est ce qu'on sait ventiler, pas seulement 1 seconde, mais beaucoup plus longtemps. Et là, il n'y a pas de différence non plus. On voit une différence avec le nitrox, de nouveau, et qui est significative dans les toutes petites voies aériennes. Donc les petites voies aériennes fonctionnent nettement moins bien si on sort de plongée avec du nitrox, et ça reste le cas encore 2 heures après la sortie. 4 heures, je ne sais pas vous répondre, on ne l'a pas mesuré. Alors un peu la discussion, il faut tirer quelques conclusions de tout ceci. Si on va regarder les bulles mesurées dans l'artère carotide, le nitrox produit nettement moins, et c'est significatif, des bulles comparées à l'air. C'est le but pour lequel on plonge avec du nitrox. On est un peu sécurisé. Si on préconise de plonger avec le nitrox après un accident de décompression, c'est juste pour être dans un pôle plus sécurisant. Si on va mesurer l'artère carotide et les bulles après 2 heures, eh bien on voit que le retour à la normale est beaucoup plus rapide avec le nitrox. On a des bulles, qu'on plonge avec de l'air ou avec le nitrox, on produit toujours des bulles. On en produit moins avec le nitrox, mais s'il faut mesurer le temps pour revenir à la normale, c'est beaucoup plus rapide avec le nitrox. Donc ça, les bons points pour le nitrox, on confirme, et donc c'est ce qu'on savait, et donc dans cette étude, c'est pareil. Alors, on va regarder la vasodilatation, la FMD, après la plongée. Et donc, le nitrox produit une réduction significative de cette FMD, probablement par un stress oxydatif. On a beaucoup plus d'oxygène, et donc ça peut créer au niveau de notre système vasculaire un stress oxydatif qui est négatif ici, et donc qui va ralentir cette réaction de nos vaisseaux, cette vasodilatation de nos vaisseaux. Donc ça, ce n'est pas un bon point. Mais si on regarde 2 heures après la plongée, le retour est fait. Il n'y a plus de différence entre l'air et le nitrox. Le nitrox est revenu à la norme pour ce qui est de cette vasodilatation des vaisseaux. Alors, on va regarder aussi cette fonction cognitive et un peu la déshydratation. La vigilance augmente pendant la plongée. On est beaucoup plus vigilant. On pourrait penser l'inverse. Non. Avec ce critical flicker frequency, quand on se met dans un monde qui n'est pas le nôtre, on met notre cerveau un cran plus haut. Donc, on a des résultats, dès qu'on est sous l'eau, un peu meilleurs que sur la Terre. Maintenant, il faut voir après la longueur de la plongée joue aussi. Et donc, on est plus vigilant avec de l'air, 6%, mais avec le nitrox, on est 12% plus vigilant. Donc, bon point pour le nitrox. L'air est bon aussi parce qu'on ne diminue pas. La vigilance est un peu plus augmentée, donc si on plonge avec le nitrox. Donc, l'air est bon, le nitrox est bon, mais le nitrox gagne en points. Alors, si on va regarder le temps de réaction pendant la plongée avec l'air et le nitrox, ce temps de réaction a diminué. Mais le temps de réaction est tout de même un peu plus rapide si on plonge avec le nitrox. Donc, on réagit moins bien avec les deux sous l'eau. C'est les tests qu'on emploie pour les pilotes d'aviation,
mais le temps de réaction est tout de même un peu meilleur avec le nitrox. Donc, un bon point pour le nitrox. Maintenant, on va regarder cette déshydratation. On voit que la déshydratation est beaucoup plus importante avec le nitrox, c'est significatif versus l'air. L'air, il n'y a pas de différence versus la période avant la plongée. Donc, c'est un point aussi qui est néfaste pour le nitrox. Alors, si on va regarder la tendance au retour à la normale après 2 heures, hein, donc on retourne à la normale dans tous ces temps, dans la déshydratation, 2 heures avec le nitrox et l'air, donc c'est bon pour les deux. Et c'est de nouveau ce retour à la normale alors, est un peu plus rapide avec le nitrox. Donc si on est néfaste, on revient tout de même un peu plus vite à la norme avec le nitrox. Fonction pulmonaire. Donc, on voit une diminution significative de notre capacité pulmonaire et de l'expiration pendant la première seconde, autant avec l'air qu'avec le nitrox. Mais ça, on sait. Donc, la plongée est tout de même très demandeur au niveau de notre système cardiovasculaire et de notre système pulmonaire. Au plus qu'on descend, au plus que la concentration du mélange de l'air qu'on inspire et qu'on expire est plus importante. Et donc, le travail pulmonaire est plus grand, les résistances pulmonaires sont plus grandes et nos volumes diminuent. Je peux vous dire, elles diminuent, mais on reste toujours dans des valeurs qui sont des valeurs non pathologiques. Hein, dans la médecine, il y a des valeurs qui sont définies. Là, on a une pathologie et là, on reste encore normal. Ça diminue d'une manière significative, mais on reste dans la norme. On voit une réduction de ces deux après la plongée à l'air et le nitrox, mais ça revient aux valeurs normales. Donc, quand on sort de l'eau, on verra qu'on retourne à des valeurs normales. On voit une grosse diminution significative avec le nitrox dans les petites voies aériennes. Donc, le nitrox, hein, l'oxygène doit être un peu toxique pour nos petites voies aériennes. Et donc, ces petites voies aériennes jouent tout de même aussi un rôle, parce qu'on est juste devant les alvéoles, et c'est là que l'échange gazeux se fait pour l'oxygénation de notre sang et le dégazage du CO2. Alors, on voit qu'il y a un retour aux valeurs avant la plongée, après 2 heures avec l'air et le nitrox, mais ce n'est pas tout à fait. On n'est pas tout à fait de nouveau à la norme. Hein, et on voit que le retour à la norme est beaucoup plus lent ici avec le nitrox qu'avec l'air. Donc le nitrox au niveau des petites voies aériennes est nettement plus néfaste. Alors, il faut aussi un peu discuter toute cette étude, hein, parce que vous pouvez dire, on n'a pas fait 100 patients, vous allez voir des études de plongée où on réunit 100 plongeurs, ce sont des études qui sont quasi pas possibles. Ici, on était obligé de faire cette étude dans un laps de temps court. Les résultats seraient tout à fait différents si on ferait une partie de l'étude en hiver et une partie de l'étude en été. La température de l'eau joue un rôle ici. Donc, on peut dire qu'on a tout de même aussi un peu éliminé les gens, c'est pas monsieur tout le monde, on a mesuré des sujets qui étaient en bonne forme, sans médicaments. Donc là, je ne sais pas me prononcer si un fumeur, si les valeurs baissent encore plus, s'il plonge avec le nitrox qu'un plongeur qui n'a aucune maladie et aucune médication. Alors, on peut aussi critiquer les séquences de plongée. Hein. Si on voulait faire encore plus sophistiqué, on aurait dû faire les mêmes plongeurs qui font d'abord une plongée à l'air et puis une plongée au nitrox, et puis après, on rechange les rôles, on fait d'abord du nitrox et puis de l'air. Mais ça rend l'étude beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue. La température, ici, on a essayé de rester dans la même température. Il n'y avait pas 1 degré de différence entre les deux week-ends. L'équipement, on peut aussi critiquer l'équipement. Hein, pas chaque plongeur avait la même combinaison. Hein, donc, on a évité de faire du sec versus des combinaisons mouillées parce que sinon, on pourrait avoir de grosses différences. Donc, il n'y avait pas de sec. Mais donc, l'une combinaison n'est pas tout à fait l'autre combinaison. Donc là, on pourrait dire,
ma combinaison, c'était une 8 mm avec une jaquette en plus et la tienne, c'était pas une jaquette en plus. OK, ça peut, si on a un peu plus froid, ça a tout de même aussi une influence sur nos tests cognitifs et le reste. Et puis certainement, on peut faire beaucoup plus de sujets. C'est pas très simple de réunir des gens pour la plongée. Tout le monde est toujours candidat de participer à nos mémoires. Alors, quand on émet des dates, alors il y a toujours des gens qui disent ben non, j'ai une fête de famille, c'est tout à fait leur raison, ou bien il pleut, je ne viens pas. Et donc, pas très facile de réunir tout ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette petite étude où on a fait beaucoup plus sophistiqué que les Allemands et on a mesuré aussi 2 heures après? Donc, on sait qu'il y a très peu d'études aiguës qui sont disponibles. Des études en plongée, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'études sont faites dans un caisson, pas dans le milieu naturel. Et le milieu naturel est un peu plus différent. Moi, j'aime mieux des études dans le milieu naturel parce qu'on peut comparer directement à notre plongée de tous les jours. On voit ici qu'on a vu qu'avec le nitrox, il y avait moins de bulles. On a vu que quand on met la tête sous l'eau avec ce Critical Flicker Frequency Test, qu'on est plus vigilant. Et donc, c'est important. Je pense que ce test-là, on va l'utiliser pour pendant une plongée. Si on fait une plongée profonde, on pourra mesurer est-ce que je suis toujours vigilant. C'est un test très facile et c'est probablement un mode de sécurité qu'on pourra ajouter dans l'ordinateur. Dites-vous bien que ces tests qu'on a ajoutés dans l'ordinateur, c'est pas très simple, ça bouffe de la batterie et donc après chaque plongée, vous pouvez carrément recharger l'ordinateur de plongée. Donc ça, c'est pas au point. Et l'autre chose qu'on a vu, donc quand on a fait des tests en piscine, donc on a mesuré dans l'eau, dans la piscine, dans le fond de la piscine, et puis on pensait, oui, on doit vite reprendre cet ordinateur, tout downloader dans l'ordinateur et recommencer. On a oublié que quand en piscine, on ressortait l'ordinateur à une vitesse comme on sait le faire en piscine, il se mettait en mode sécurité, on ne savait plus rien lire. Ce qui est le cas parce qu'on avait fait une remontée beaucoup trop rapide. Donc tout ceci, on doit tester, on doit utiliser. On sait ici que la fonction endothéliale, le nitrox, est tout de même pas bénéfique pour cette fonction endothéliale dans le vaisseau. C'est un peu sur ce point de vue-là que l'armée française tique et qu'ils ont un tout petit peu peur que si on ne fait que plonger avec le nitrox, je ne sais pas vous répondre à cette question, que dans 10 ans, on fera plus d'infarcts. Comme si notre cholestérol est trop haut, on peut faire plus d'infarcts. Si on plonge toujours en nitrox, on peut peut-être faire plus d'infarcts. C'est une question qui n'est pas encore élucidée. Alors, on sait aussi que c'est néfaste pour les petites voies aériennes et qu'après 2 heures, ce n'est pas tout à fait revenu à la normale et que le nitrox provoque beaucoup plus de dégâts que la plongée à l'air. Alors, on ne sait pas comment sont ces vaisseaux. Et si c'était une simple plongée, comment seront ces petites voies aériennes si on fait 3 plongées sur une journée et qu'on plonge 5 journées d'affilée? On sait très très bien que si on passe d'un mode de 1 plongée à 2 plongées, voire 3 plongées par jour, voire maintenant même 4, car 3 plongées par jour, on fait beaucoup plus de barotraumatisme de l'oreille, notre oreille ne sèche pas, on peut aussi se poser la question quel est le bénéfice ou le point néfaste au niveau de nos petites voies aériennes. Et ma question où il n'y a pas de réponse, je me demande, est-ce qu'après 2 ou 3 plongées, en semaine de plongée, est-ce qu'on doit allumer une cigarette quand on ressort de l'eau? Je pense qu'on fait encore plus de tort à nos voies aériennes quand on a plongé après une plongée nitrox. Alors, on revoit tout de même qu'on a tout de même une tendance à revenir à ces valeurs. Le poumon plus lentement, mais le vaisseau, après 2 heures, a repris ses fonctions classiques. Alors, ce qu'on peut aussi dire, il n'y a pas d'études long terme. Donc, éventuellement, il faudrait une fois voir si tous les plongeurs qui ont plongé au nitrox, 2 ans après, si ce n'est pas moins bon que l'étude qu'on a faite. Je ne sais pas vous répondre. Donc, tout le monde se pose ces questions sur le long terme et ce sont les études naturellement les plus difficiles à réaliser
hein. Éventuellement, on peut prendre des groupes différents et remesurer 2 ans plus tard. Hein. Le mieux, ce serait de prendre les mêmes plongeurs et de les remesurer 2 ou 3 ans plus tard et de voir. Il y a donc beaucoup d'études encore à faire et donc si vous restez candidat, vous pouvez toujours me contacter. Les étudiants sont là pour faire des mémoires et je pense que si je n'avais pas des étudiants, ça n'aurait été absolument pas possible de faire ceci parce qu'il faut tout de même pas mal de monde. Les 3 étudiants ont fait leur mémoire, mais en total, il y avait au moins 9 étudiants qui étaient là pour reprendre les gens à la sortie de l'eau, pour faire le timing, que les mesures soient faites au temps correct et qu'on ne mesure pas l'un à 5 minutes, l'autre à 20 minutes, parce qu'alors tout était très critiquable. Et voilà, je pense qu'on m'a demandé de parler 1 heure. Hein, je pense que vous êtes toujours très attentifs, je ne vous vois pas, hein, mais je pense avec l'air enrichi, eh ben, notre concentration est bonne. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là pour répondre aux questions. Il n'y aura pas de réponse à chaque question. Certaines choses, en plongée, on ne sait pas encore répondre, mais je vous donnerai mon avis. Voilà, je vais éteindre l'écran et peut-être passer en mode classique. Voilà, merci beaucoup, Guy. Et donc, vous pouvez soit mettre dans la conversation si vous voulez, ou lever la main. Et je vois déjà qu'il y a 2 mains levées. Je suppose que c'est pour des questions. On va commencer dans l'ordre d'apparition. Mathieu Lorenzis, si je prononce bien. Voilà, Oui, vas-y. prononce bien. Merci Guy pour ta présentation. Je voulais poser une petite question. Comme tu disais que les petites voies aériennes étaient fort affectées par rapport au nitrox, est-ce qu'il serait, enfin, je fais une conclusion hâtive, hein, mais est-ce qu'il serait déconseillé aux plongeurs enfants de plonger au nitrox? Je pense, oui, si on a un effet néfaste avec les enfants qui grandissent, il faut certainement éviter ça. Deuxièmement, quand on a établi les règles de plongée enfant, on a aussi mis des profondeurs où on était en dehors du risque d'accident de décompression. Donc, s'il faut diminuer ce risque d'accident de décompression, on peut plonger au nitrox, mais avec les enfants, ces plongées sont à des profondeurs et des temps où on ne va pas avoir d'accident de décompression. Donc, je pense que c'est pas du tout utile de plonger avec du nitrox. Si on propose à des enfants de la plongée nitrox, c'est plus d'un point de vue commercial. D'un point de vue sécuritaire, je ne le ferai pas. Et avec les plongées qu'ils font, il n'y a pas de nécessité d'utiliser le nitrox. D'accord, merci. Merci. Deuxième question, c'est Alain Noro. Voilà, nous t'écoutons, Alain. Oui, bonjour Guy, bonjour tout le monde. Voilà ma petite question. Je me pose la question suivante, c'est pour ton histoire de déshydratation. Je crois qu'il est connu par tous les gens qui font du nitrox que la méthode de fabrication des mélanges n'est pas la même que celle pour l'air habituel du bon Dieu, et que bien sûr, pour fabriquer un nitrox, on te filtre plus le gaz. Et donc, est-ce que tu as mesuré ou est-ce que tes candidats ont mesuré la contenance en vapeur d'eau dans toutes les bouteilles avant de faire l'expérience? Parce qu'il y a fort à parier que si tu respires un gaz beaucoup plus sec, tu risques bien sûr de subir une déshydratation plus importante. Voilà, ça c'est ma question. Voilà. Non, là, on ne l'a pas mesuré, mais les bouteilles étaient gonflées par le même centre, au même moment. Donc, on n'a pas utilisé des méthodes de gonflage différentes. Toutes les bouteilles ont eu le même traitement technique au jour même. Donc, on peut mesurer beaucoup, mais je pense qu'on avait déjà tellement de choses à mesurer. C'est une très, très bonne remarque, hein. Mais donc, on a essayé de standardiser et donc tout était gonflé au même moment par la même méthode avant la plongée. OK, mais comment est-ce que ton nitrox a donc été fabriqué avec un stick, avec une double filtration, tu vois, c'est ça. Peut-être Ouais. que toutes tes bouteilles ont été gonflées par batch,
mais pas en même temps ton air et ton nitrox, quoi. Tu vois, c'est ça que je me demande s'il n'y aurait pas peut-être quelque chose à explorer là-bas. Voilà, C'est des choses qu'on peut certainement explorer dans une autre étude, hein, où on voilà, peut regarder plus l'aspect de gonflage du nitrox et quel nitrox. On a déjà aussi utilisé que du 32, hein, dont on n'a pas voulu mélanger les pourcentages. C'est vrai que l'air dans la bouteille nitrox c'est plus sec que dans la bouteille air. Voilà. Merci Guy, merci Alain. Nous allons passer à Michael Dufrane qui veut poser une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guy, félicitations pour ton étude. C'est impressionnant, c'est vrai que ça doit être très compliqué à organiser, donc félicitations. Moi j'ai deux questions. Donc les effets que tu as remarqués, est-ce que tu as connaissance d'études similaires mais plutôt dans un milieu où on administre par exemple de l'O2, par exemple en caisson pour traiter les grands brûlés, etc., qui corroborerait tes résultats, donc qui pourrait leur donner quelque part un peu plus de poids, en tout cas d'une validation à l'absurde, je dirais, hein, par rapport à d'autres études dans des caissons avec de l'O2 à 100% ou moins, mais bon, dans un milieu différent, on est d'accord. Et donc première question, deuxième question, est-ce qu'il y a finalement des conséquences sur le plongeur nitrox? Donc, on entend bien que plus ou moins après 2 heures, on revient à la normale, mais est-ce que à court terme, tu déconseillerais la plongée nitrox à certaines catégories de personnes, par exemple? OK. Première question, attends, rappelle-moi encore une fois. Est-ce qu'il y a des études oui, voilà, en caisson, oui. etc., qui vont dans la même direction? Oui, donc pour vous répondre à cette question très difficile, hein, de ces tests cognitifs, on les a trouvés en Californie, donc ce sont des tests qui sont utilisés dans le monde aéronautique et avec les pilotes, et donc l'aviation américaine militaire emploie ces tests pour voir si un pilote est attentif. Et donc, on a remarqué aussi que les gens qui sont hyper attentifs, hein, peuvent être des pilotes à risque parce qu'ils prennent beaucoup trop de risques avec leur avion et c'est des fois ces gens-là qui crachent. Quand ils sont des gens qui sont hyper attentifs, qui ont une vigilance qui est très grande. Donc nous, on a utilisé ceci dans le monde sous-marin, ça n'a jamais été utilisé, ça n'était au début pas standardisé. En aviation, on sait vous dire qu'il faut une vigilance de ce type-là. Ça, c'est la norme. Dans le monde de la plongée, on a essayé de faire ces tests. Donc on a mesuré les gens comme ça, avant la plongée, on a mesuré dans le caisson, hein, avec de l'air à différentes profondeurs. On a mesuré en plongée, carrément en piscine, et puis on a mesuré avec les enfants, j'ai mesuré au duck tank et voilà, et ici à Vaudelet, et donc on essaye de mettre des standards. Hein. On sait quelle est la valeur individuelle d'une personne avant la plongée, on regarde sous l'eau, hein, mais on devrait, pour l'utiliser dans un ordinateur, on devrait avoir quelque part une tranche de dire si vous démarrez à cette tranche-là, vous êtes au fait bien conscient. Et donc là, on pourrait aussi tenir compte, on doit certainement encore faire des études où on compare le plongeur qui a pris des somnifères et qui n'a pas pris de somnifères et qui plonge. Et donc, c'est tout de même très fréquent. Hein, le plongeur qui a des antidépresseurs ou non. Hein, ici, on les a exclus pour avoir une étude pure. Hein, donc, quelque part, on doit mettre des standards pour la plongée. On commence avec ça. Hein, donc, ces mesures qu'on a fait, je pense, elles n'ont pas 10 ans. Hein, et donc, une idée qu'on a avec Peter Germont-Pré et Tino Balestra, c'est d'une fois remettre en multi-analyse tous nos plongeurs qu'on a mesurés avec ces tests et d'un peu tirer un peu plus de conclusions de l'utilisation du test. Mais donc, on l'a utilisé en caisson
et on voit des différences, mais toujours, ce sont des petites études, hein, les mesures que Petra fait en caisson, on parle toujours de 10 plongeurs ou de 10 personnes qui ont été dans le caisson, et puis dans le caisson, ce n'est pas toujours des gens qui sont sans pathologie, hein. S'il faut mesurer dans le caisson, c'est plutôt des gens avec pathologie ou avec accident, hein, qui peuvent réagir autrement. Donc, dites-vous bien que s'il faut des bons standards, je reprends les tables américaines, US Navy, on a utilisé quelques 5000 militaires pour valider ces tables. Et par style de plongée, hein, profondeur et mètre, ce sont 2 plongées qu'on a fait les mêmes avec 2 plongeurs. Hein, si on regarde la validité, la force statistique en médecine sur 2 personnes, c'est nul. Hein, mais on n'a rien d'autre. Hein, donc, ce n'est pas très facile d'avancer dans ces choses en médecine, en plongée, certainement, si on veut, on mesure. Le but, c'est de faire encore plus d'études. Et voilà, je pense qu'en Belgique, avec notre groupe, on est tout de même très actif et on publie plus que la France. Voilà. Ça, c'est bien. Et c'est la deuxième partie de la question. Est-ce que tu... Oui, deuxième partie de la question. Oui, donc, c'est vrai, quand j'ai présenté cette étude l'année d'après à l'EUB, c'était en Afrique du Sud. Tout le monde était c'était un peu tout un bazar parce qu'on m'a d'abord essayé de dire ne la présente pas, mais c'était plutôt des commerciaux qui voulaient éviter d'avoir des résultats de nitrox présentés à un congrès international. Alors, je l'ai présenté et puis le chairman du congrès m'a demandé, voilà, après ma présentation, moi, j'aurais qu'une question. Hein, je sais que tu t'es inscrit pour une plongée en Afrique du Sud cet après-midi parce qu'on avait une après-midi de libre. C'était la plongée de ma vie parce que j'ai plongé avec 42 requins ou plus blancs. Pas dans une cage, ça on m'avait pas dit. Et donc il m'a dit, est-ce que tu vas plonger en nitrox ou tu vas plonger à l'air après tes résultats? Donc ma réponse était, j'ai plongé à l'air. Pourquoi? Parce que je ne suis pas anti-nitrox, j'ai plongé à l'air parce qu'il n'y avait pas de nécessité pour moi de plonger au nitrox. Et deuxièmement, parce que la question était à 20 minutes de la plongée. Donc ma réponse sera tout à fait autre. Si par exemple je dois informer quelqu'un qui a fait un accident de décompression, hein, que l'utilisation du nitrox, hein, s'il n'a pas de maladie pulmonaire, etc., ou autre vasculaire, est peut-être bénéfique pour lui. Et si on va plonger dans des endroits où l'accès aux caissons est très limité et où on doit mettre 2 jours pour accéder à un caisson, là, le risque est tout à fait différent. Je pense qu'il faut calculer le pour. Je ne vais pas plonger tout le temps au nitrox si ce n'est pas nécessaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer à Dominique Danan qui a une question. Oui, voilà, c'est une question un peu liée à de l'extrapolation qui est toujours délicate à faire, mais si on pense au palier de décompression très enrichi en oxygène, donc du nitrox 80 par exemple, est-ce qu'on peut penser, suite à votre étude, qu'il va avoir un effet très important et donc très négatif sur les petites voies respiratoires à un point tel qu'on pourrait perdre l'avantage d'être très enrichi à l'oxygène? Ouais. Je pense, pour répondre à cette question, c'est toujours une balance entre le bénéfique et le négatif. Et je pense qu'il faut essayer de penser dans ce point de vue-là. Hein. C'est un peu comme, j'étais directeur de recherche dans le pharmaceutique et je pense, ma réponse est comme le médicament. Hein, il y a les effets positifs du médicament et les effets secondaires. S'ils sont plus graves que l'effet bénéfique, on n'utilise pas. Et je pense ici, si on va faire des décompressions à l'air, je pense, c'est aussi un peu théorique, hein, on veut diminuer nos bulles en faisant ce palier. Maintenant, ce palier est beaucoup plus court que toute la plongée. Hein, donc, l'effet néfaste qu'on a mesuré ici, c'est sur 30 minutes. Si on fait un palier, ce n'est pas un palier de 30 minutes qu'on va faire. Et donc, je pense qu'il faut un peu balancer le pour et le contre. Si c'est une plongée qu'on appelle maintenant plus plongée technique, si on va au-dessus de 40 mètres, hein, on a certainement un bénéfice de faire des paliers au nitrox ou de faire des paliers à l'air. Voilà. Qu'est-ce qui est plus important?
un accident de décompression ou un poumon qui marche un peu moins bien, comme un fumeur. Je pense qu'il faut calculer le risque suivant la plongée qu'on fait, et voilà. Merci. Nous allons passer à la question suivante de Patrick Crasson, c'est bien ça, hein? Oui, bonsoir. Merci Guy. Et bonsoir tout le monde, tous les amis. Donc Guy, effectivement, tu parles des petites voies respiratoires et effectivement les alvéoles pulmonaires. On voit de plus en plus maintenant des plongées multi-day avec plusieurs plongées nitrox par jour sur plusieurs jours. On voit aussi que effectivement, en réalité, je suppose que l'effet que tu donnes ici est induit à cause du surfactant qui va être agressé par l'oxygène et qui va perdre ses fonctions qui vont faire travailler correctement effectivement les alvéoles. Donc ce côté de l'ouverture des échanges gazeux dans les alvéoles. Et donc effectivement, on voit que les plongeurs, après 2-3 jours, ont des toux sèches qui arrivent. Et effectivement, là, on va parler d'effet Lorentz-Smith, d'OTU, de toutes ces théories autour du nitrox. Qu'est-ce que tu recommandes dans le cadre de stages de plongée sur 5-6 jours, 2-3 plongées par jour? Est-ce qu'il serait utile peut-être après 2 jours de passer plutôt 2 plongées à l'air que de continuer le nitrox jusqu'au bout? Est-ce qu'on ne va pas risquer de faire un ADD entre guillemets immérité? Parce que justement, les poumons, les alvéoles pulmonaires vont commencer à marcher de moins en moins bien à cause d'une destruction du surfactant qui ne pourra pas se reconstituer aussi vite que, je dirais, la partie récupération classique, quoi. Quelle est ta recommandation par rapport à ça? Donc, pour répondre, on sait répondre que sur des suppositions, hein. Donc, on plonge avec le nitrox parce qu'on veut moins de bulles, hein, c'est clair. On sait que tout le monde fait des microbules et que notre poumon pulmonaire est très important, probablement joue un rôle beaucoup plus important que si on a un tout petit foramen aménoval. Hein. Donc, le but de la plongée, quand on arrive à des paliers, c'est de dégazer toutes ces bulles. Hein. Et donc, on vide sa bouteille, hein, on inspire, on expire et on lave toutes ces microbules. Maintenant, si on regarde ici ces résultats, on gagne d'un point de vue, on a moins de bulles, mais d'un autre côté, si on va dégazer les microbules moins vite parce que nos petites voies aériennes fonctionnent moins bien, là on est un peu néfaste. Alors il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que moins de bulles reste plus important que moins dégazer d'autres petites bulles? Je ne sais pas te répondre. Je pense que l'effet ici, on a mesuré un effet aigu, une plongée. Hein, ce serait intéressant de faire la même chose après 2 ou 3 plongées et voir comment tout évolue. Hein, ça reste aussi très compliqué à faire. Hein. Sachez par exemple, pour vous donner un autre exemple dans le même style, hein, on parle toujours pas d'effort avant la plongée ou après la plongée. On a mesuré aussi dans le labo que si on faisait un effort avant la plongée, en mettant les gens par exemple sur une plaque vibrante, eh bien qu'on avait moins de bulles. Hein. Pourquoi? Parce qu'on lave ses artères, on enlève toutes les microcrasses sur les parois des artères et forcément il y a moins de bulles qui savent adhérer. Maintenant, ça c'est après une étude. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire si on fait des multiples plongées? Après la plongée, on ne fait pas d'effort, mais comme l'effort est bénéfique avant la plongée, quand est-ce qu'on doit refaire un effort après une deuxième plongée? Ce sont toutes des questions très complexes où on ne sait pas tout à fait répondre. Il serait intéressant peut-être aussi d'étudier la vitesse de reconstruction du surfactant pour permettre justement à ces petites voies aériennes de revenir à elles plus rapidement. C'est possible, c'est des choses extrêmement... ça se fait, on le fait chez le nourrisson, on sait prendre des prélèvements et on sait verser du surfactant artificiel qu'on a construit dans les voies aériennes. Ce sont des études hyper chères, hein, parce qu'il faut aller avec des bronchoscopes et donc pas tout à fait réalisable chez monsieur tout le monde. Hein. Je pense que certains plongeurs diront non, je ne veux pas participer à cette étude, c'est trop invasif.
Ça, c'est clair. Et par contre, je dirais, on sait que le CNS diminue de manière régulière toutes les 3 heures après une plongée de moitié au minimum. Mais l'OTU, donc la partie surfactant qui est abîmée, on n'a pas de recul, je pense, aujourd'hui, la manière où il se reconstitue. Oui, mais moi je serais plutôt, s'il faut rester d'un point de vue pratique, je pense avec cette étude-là, hein, je dirais aux fumeurs, hein, donc en principe il ne faudrait pas fumer si on plonge, mais donc je dirais aux fumeurs, au moins on a d'autres études, hein, ne fumez pas le jour que vous allez plonger, avant la plongée, et probablement ne fumez pas à la sortie de l'eau non plus. Hein, donc il y a tout de même des preuves, vous allez encore plus faire un effet négatif sur vos voies aériennes. Voilà, merci beaucoup. Et il y a encore 3 questions. Désolé Guy, tu vas passer la soirée. Alors Simon Pablo. Là, Ouais, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, très bien, très intéressant. Question peut-être moins poussée que les précédentes. Juste une première sur le protocole par rapport aux tests cognitifs. Je sais que les bouteilles nitrox sont identifiées, mais est-ce que les plongeurs savaient qu'ils plongeaient avec air ou nitrox au moment de l'étude? Ça n'aurait peut-être pas forcément une grosse influence, mais juste pour Oui, l'intérêt de l'étude. c'était pas en double aveugle, parce que D'accord. c'était trop compliqué. Je réfère déjà à la question, à la proposition qu'Alain Noro a fait. On voulait être bien sûr qu'on ne se trompe pas dans toutes ces choses-là. Et donc ça, c'était pas double aveugle. S'il faut faire une étude beaucoup plus double aveugle, on fait plonger le plongeur, on lui dit pas que c'est au nitrox, il ne sait pas si c'est de l'air ou du nitrox, mais ça rend les choses encore plus compliquées parce qu'il fallait cacher les bouteilles, aller rendre le tout aveugle et c'est beaucoup plus complexe. Ok, non, c'était juste pour peut-être que j'aurais pas forcément d'intérêt après au niveau de différence. Deuxième petite question, ça a été évoqué sur tous ces points entre guillemets négatifs. euh, Est-ce qu'il y en a qui sont potentiellement vraiment dangereux, ou est-ce qu'on est toujours resté dans des taux plus qu'admissibles? Vous l'avez mentionné sur un phénomène en particulier où on ne rentre pas dans de la pathologie médicale. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, on a dépassé des limites plus que raisonnables? Au Merci. niveau de l'artère, on est dans des valeurs pathologiques. Hein, la dilatation de l'artère est pathologique. Au niveau des petites voies aériennes, on est dans la pathologie. On a des voies aériennes. Les petites voies aériennes, c'est exactement les mêmes chiffres qu'un fumeur, 20 cigarettes pendant 20 ans. Naturellement, ça revient à la norme après 2 heures. Hein, donc là, oui. Maintenant, il faut aussi dire, je peux répéter ça hein, de mon ami Balestra, vous allez me demander, est-ce que la plongée est physiologique? Non, elle n'est pas physiologique, mais on s'adapte. Est-ce que le nitrox, parce que pour faire cette étude, j'ai été voir aussi, j'étais resuivre un cours de toxicologie à la KUL et avec le prof de toxicologie, il a regardé les résultats, il me dit, bah oui, il me dit, c'est clair et net, on fonctionne à l'air, on ne fonctionne pas à l'air enrichi, on donne de l'oxygène pur à l'hôpital pour avoir certains gains sur certains paramètres, mais à l'origine, on n'est pas fait pour ça. Euh, Ici, c'est la même chose avec le nitrox. On veut un gain en bulle, on veut moins d'accidents de décompression. Mais alors, il y a d'autres petits points néfastes. Il faut rester voir que la balance reste toujours positive. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, dernière question. Non, avant-dernière question, excusez-moi. Mazie, je ne sais pas le prénom, Mazie. Voilà. Oui, bonjour, c'est Georges Mazy. Bonjour Guy, je te parle de Saint-Martial. Ah, mais bien, bien. Pour revenir au niveau de la question de Alain Noro, en fait, je pense que le Nitrox 32 que tu as utilisé, enfin que vous avez utilisé, c'est certainement par filtration.
parce que généralement, on utilise les mélanges oxygène-air quand il s'agit plutôt de nitrox ou alors de mélanges plus élevés avec du 50%, du 80% d'oxygène. Donc je crois qu'il faut considérer que les 95% des plongées nitrox en 32 sont faites par filtration, et donc je crois que c'est ce mélange-là qu'il faut prendre en considération. Voilà, c'était ma petite réponse. D'accord. Bien, merci beaucoup. Alors, il y avait Janine Demoulin qui avait une question. Oui, bonjour à tous et merci pour cet exposé. En réalité, c'est Michel, mais c'est pas grave. C'est marqué Janine, hein, et c'est marqué Janine Demoulin sur ta photo. On est à deux derrière l'écran. On est à deux derrière l'écran. Voilà, je sais que l'expérimentation a été faite sur un petit échantillon, mais éventuellement, est-ce qu'on peut tirer des conclusions par rapport à l'âge ? Est-ce que l'échantillon avait des âges différents ou est-ce qu'il s'agissait que de jeunes étudiants? Non, c'était les étudiants ont fait l'étude, mais l'âge, attends, je vais regarder, hein, il n'y avait pas de... Je vais une fois regarder ici. Je vais reprendre les résultats. L'âge moyen était l'âge moyen du plongeur belge, donc c'était dans la tranche de 45-50. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des différences entre les jeunes plongeurs et les plongeurs plus âgés, ou est-ce que ça n'a pas changé les résultats? Non, ça n'a pas changé. Il y a un plongeur qui avait 23 ans. Et tout le reste le plus âgé avait 69 ans, et tout le reste c'était 48, 58, 55, et voilà. Il n'y avait pas de différence dans les... on n'a pas comparé les gens l'un à l'autre. Chaque plongeur avait sa propre référence et on regardait les diminutions versus les points de standard du plongeur. On n'a pas pris la moyenne de toutes les spirométries et puis comparé. Non, chaque plongeur était chaque fois son propre standard. Hein, donc, ce qui rend l'étude un peu plus scientifique. Si on met tout dans le même pot, alors on voit des fois plus de différence. Mais on n'a pas vu de différence. L'âge et la taille et l'indice de masse corporelle n'ont pas eu d'influence sur ces résultats. On a fait d'autres études statistiques pour voir est-ce qu'il y a un paramètre qui ressort qui est plus important? Non. Hein, voilà. J'ai une deuxième petite question. J'ai bien entendu tes réponses qui parlaient des successives, mais qu'en est-il quand on fait des successives avec, par exemple, la première plongée à l'air et les suivantes au nitrox? Est-ce qu'on diminue le risque? Est-ce que c'est indiqué? Est-ce que ça n'est pas indiqué? J'ai déjà participé à des croisières où la première plongée, on la faisait à l'air et puis les suivantes, on la faisait au nitrox. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? Je pense ici, il faut regarder votre profil de plongée, pourquoi vous plongez à l'air et pourquoi vous repassez au nitrox, le temps, profondeur, style de plongée. Vous allez faire varier certaines choses et d'autres choses pas. Il faut essayer de voir le pour et le contre. C'est un peu, je ne sais pas très bien répondre à cette question, hein, parce qu'on n'a pas tout mesuré ici. On sait que dans certains cas, mais ça n'a rien à voir avec les bulles, les barotraumatismes de l'oreille augmentent quand on fait 3 ou 4 plongées parce que l'oreille ne sèche plus. Hein, et donc, elle devient plus fragile. Maintenant, ici, on parle plus de décompression. Je pense qu'il faut bien justifier la raison pour laquelle on est à l'air et la raison pour laquelle on passe au nitrox. Je pense une des choses, je compare des pommes et des poires avec les réponses. Hein, mais donc, quand je vois des gens et qu'on voit des débutants avec les nouveaux ordinateurs Shearwater et qui changent
leur facteur gradient entre la plongée du matin et de l'après-midi. Je leur dis, mais ça c'est un non-sens. On reste dans un laps de plongée tout de même avec un même mode de décompression. Maintenant, ici, on va un peu changer le mode. Si vous passez de l'air au nitrox, moi, personnellement, si je passe de l'air au nitrox, ben, je reste avec ma table de plongée en air. Comme ça, je garde une sécurité. Et voilà, je ne mets pas mon ordinateur en nitrox quand je repasse de l'un à l'autre. Je reste en air. Dans une sortie plongée où je vais faire du multiple day diving. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la question suivante vient de Vincent Meurice. Alors, je vais présenter 30 secondes. Vincent Meurice, c'est le représentant de Batimed, si je ne me trompe pas, et ce sera le conférencier du 7 novembre. Voilà, donc je l'ai invité à participer et il a une question. À toi, Vincent. Déjà, merci de cette conférence bien sympathique et bonjour depuis la Guadeloupe. Voilà. Question, du coup, intuitivement, on pourrait penser que les moniteurs pro à long terme, rester constamment au nitrox sera forcément défavorable au vu de tous les paramètres exposés pendant la conférence. Répondre, le moniteur de plongée est certainement quelqu'un qui est plus à risque que le plongée classique, hein, parce qu'il fait tout de même beaucoup de plongées, il fait du multiple day diving et voilà. C'est un peu la question à laquelle on ne sait pas très bien répondre, et c'est la question que l'armée française a pris après cette étude allemande, et donc j'ai été aussi ils ont voulu que je présente cette étude-ci aussi, et ils ont aussi les données individuelles de chaque plongeur. Donc quelque part, eux, ils ont pris l'option, comme c'est des militaires, et donc ils se sont dit, s'il n'y a pas de raison de plonger au nitrox, on ne va pas forcément toujours plonger au nitrox. On restera classiquement à l'air. D'un point de vue de médecine du travail, ils ont plus peur d'un effet néfaste à long terme. En médecine, c'est toujours très facile de mesurer de l'aigu, mais on ne sait jamais très bien ce que ça donne à long terme. Est-ce que, et on ne sait pas répondre à cette question, hein, il faudrait reprendre un groupe, faire ces mesures et refaire ces mêmes mesures 10 ans plus tard avec des gens qui ont fait que plonger au nitrox. Si on ne sait pas comparer, on devrait comparer à une situation classique en médecine, hein, de dire voilà, je mesure une fonction pulmonaire à l'âge, je ne sais pas, 20 ans, et je mesure à l'âge 40 ans, et je vois s'il y a des grosses différences, hein, s'il y a d'autres facteurs, si je ne suis pas fumeur, je reste sportif, et je calcule aussi la diminution de ma fonction pulmonaire par rapport à l'âge, donc ça c'est connu. Hein, on peut voir si cette fonction s'est plus dégradée à cause d'une plongée nitrox. Maintenant, plongée nitrox, on ne plonge pas 24 heures sur une journée, c'est aussi limité dans le temps. Hein, je pense qu'en Guadeloupe, vous êtes mieux d'un point de vue non-pollution qu'ici dans notre petit pays ou en ville. Et donc, il y a beaucoup de facteurs de risque qui jouent un rôle là-dedans. Moi, personnellement, je ne plonge pas au nitrox quand je ne vois pas la nécessité de plonger au nitrox. Ce qui ne m'évite pas de faire des paliers au nitrox ou des paliers à l'oxygène si j'ai fait une plongée beaucoup plus profonde. Et voilà. Mais je pense à toute la discussion, quel mode de plongée va-t-on faire? Quand est-ce qu'on passe de plongée récréative en plongée non récréative et quand est-ce qu'on passe en plongée technique? Actuellement, avec les connaissances physiologiques qu'on connaît de la plongée qu'on ne connaissait pas avant, hein, on est devenu d'un point de vue médical un peu plus prudent et donc il y a tout de même des tendances à dire que quand on dépasse les 40 mètres, on ferait mieux d'utiliser une approche plongée technique, hein, je n'ai pas dit du trimix et tout ça, mais de regarder sa décompression. Le risque est beaucoup plus grand quand on dépasse les 30 mètres et voilà. Avant, c'est difficilement comparé.
hein. Donc, si je compare par avant, donc j'ai un bon 30 ans d'expérience en plongeur, en visite sportive de plongeur. C'était beaucoup plus facile de mettre des gens aptes. Hein, c'est pas très médical que je dis quand on plongeait avec des Royal Mistral. Si on n'avait pas une bonne condition physique, eh ben, on savait pas plonger, on arrêtait la plongée. Maintenant, actuellement, les détendeurs savent faire plonger monsieur tout le monde. Hein, c'est plus comparable. Et donc, je pense dans le temps, hein, c'était peut-être moins nécessaire de faire un test à l'effort pour voir quelle était l'aptitude à l'effort d'un plongeur potentiel que maintenant où monsieur tout le monde accède à la plongée. Et donc, je pense que maintenant, on est peut-être un peu plus attentif. Il y avait une sélection naturelle avant. Hein, est-ce qu'elle était bonne ou pas bonne? Je ne sais pas. Voilà. Bien, bien, merci. Voilà. Alors, Jeanne, qui a levé la main. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Je voulais justement rebondir, Guy, sur ce que vous avez abordé juste avant pour la première fois le sujet des paliers de décompression à l'oxygène. Ça sort un peu du cadre de l'étude ce soir, mais je voulais avoir votre avis par rapport à une plongée plus profonde à l'air et un palier réalisé à un oxygène 80 ou 100%, de voir s'il y avait des éléments à extrapoler, à mettre en balance dans ce cadre de plongée-là. Je ne suis pas le meilleur à répondre là-dessus. Hein. Donc, je suis médecin, je ne suis pas le grand technicien des tables de décompression, mais je pense ici, si on prend l'option de faire une plongée profonde, hein, on va tout de même avoir un risque beaucoup plus grand. Et je pense si on change notre mode de décompression au palier, que c'est probablement une bonne approche ici. Et voilà. Je ne demande pas tellement par rapport à la décompression en elle-même, mais par rapport à la toxicité de l'oxygène, justement. Par rapport à l'usage d'un mélange 80 ou 100%, ouais. Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération par rapport aux résultats de l'étude? Maintenant, ici, c'est carrément autre chose. Hein, si on va replonger avec de l'oxygène pur, maintenant, un palier relativement court. Hein, et donc, la toxicité de l'oxygène, ici, pour être vraiment toxique, il faut déjà l'utiliser beaucoup plus longtemps. Et donc, on est dans des utilisations qui sont plus des utilisations dans le monde hospitalier. C'est pas un temps court qui va provoquer ça. Ici, on a vu que les lésions étaient réversibles. Hein. Si elles n'étaient pas réversibles, on serait vachement embêté. Hein. Elles restent toujours réversibles. Voilà. Mais on ne sait pas tout. On n'a pas tout mesuré. Il y a beaucoup de modèles en plongée qui sont des suppositions, des extrapolations qu'on fait. On espère qu'on extrapole dans le bon sens et voilà. Je ne suis pas opposé à ça. Je pense qu'on doit attacher peut-être un peu plus d'importance à cette profondeur et ce temps de plongée et que quelque part, dans un futur proche, on les plongées PPA, peut-être qu'on les fera un peu autrement en décompression. Et on sait que quand on prend le safe diving, c'est des plongées qui restent dans la courbe de sécurité. Là, le risque d'accident de décompression est linéaire. Dès qu'on ressort de cette courbe, le risque d'accident devient exponentiel, donc on change carrément la donne. Et si on change la donne, peut-être qu'il faudrait être plus prudent et employer un autre mode de décompression. On est de nouveau plus technique hein, parce qu'on va emporter une bouteille en plus. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, Didier Debay a une question. Oui, bonsoir Guy. Bonsoir Didier. Petite réflexion donc concernant les pilotes. Oui. Notamment sur les fonctions cognitives. En combat aérien, les pilotes de chasse, ils passent à 100% d'oxygène.
Donc pour eux, c'est un bénéfice par rapport à leur fonction cognitive. Les plongeurs de combat de la marine, ils utilisent des appareils à oxygène pur, à circuit fermé. Donc ils sont eux aussi à des fortes concentrations d'oxygène. Quand on voit aussi certains plongeurs spéléo qui font des longues pénétrations, ils essayent d'utiliser des nitrox non saturants et on se retrouve donc avec toute une population de plongeurs qui ont quand même l'expérience d'avoir utilisé de l'oxygène à des concentrations relativement importantes. Et finalement, pour le bénéfice de la décompression. Mais quelle est, si on peut faire la balance dans l'étude que tu as menée avec tes étudiants, la balance entre les désavantages de plonger au nitrox par rapport aux fonctions pulmonaires, par rapport à l'avantage qui est amené à améliorer très fortement la décompression, puisque, allez, quand on fait une plongée profonde à l'air et qu'on fait une déco à l'oxygène pur, bah, on sait qu'on est dans une meilleure configuration. Voilà ma question, Guy. Voilà. Je pense qu'il faut toujours calculer le pour et le contre. On a toujours un risque. Donc, dès que vous sortez de chez vous, et si vous devez regarder, le risque est moindre en avion qu'en voiture, qu'en vélo. Donc, je pense qu'il faut faire la balance entre ce qu'on fait et le risque. Si on compare les pilotes ici ou les plongeurs de combat, on ne peut pas toujours tout extrapoler, parce que ce sont des gens, la plupart du temps, dans une très bonne condition physique. Et le plongeur belge, je ne pense pas qu'il est tout à fait dans une bonne condition physique. Si je devrais comparer mes tests à l'effort sur 30 ans, et que je vois mes collègues olympiques qui voient des sportifs olympiques, je me rappelle encore pendant le Covid, ils me disaient, mais Guy, tes plongeurs, tu dois les contrôler, parce que c'est pas le cycliste qui fait 100 km tous les week-ends, ils sont un peu trop gros, ils fument, ils mangent un peu trop, donc ils sont plus à risque. Je pense qu'il faut voir tout ça dans un même contexte. On va prendre plus de marge avec des gens qui sont en super bonne santé, comme des militaires ou des pilotes. C'est pour ça qu'on les sélectionne aussi. Et donc, on va tolérer beaucoup plus d'oxygène chez ces gens-là. C'est tout à fait autre. Ici, on est dans une population récréative. Et je pense qu'il faut aussi garder le point de vue sécurité ici. J'ai une dame, c'est peut-être rigolo, mais c'est un peu comme ça. J'ai une dame qui vient à ma consultation il y a un an. Et donc, à la fin, je lui demande, madame, vous venez pourquoi? Ah, pour la plongée. Et je dis, et quoi? Ah, je vais faire une plongée à 140 mètres avec du trimix. Ah, je dis, et vous avez besoin d'une aptitude rien que pour ça? Oui. Et je dis, madame, à la fin, quel est votre brevet de plongée? Ah, j'ai encore jamais plongé. Je dis, mais madame, c'est un peu suicidaire d'aller faire ça. Inscrivez-vous d'abord dans un club de plongée. Donc, on lui vendait cette plongée à 120 mètres pour 35 000 euros. Je pense que c'est un peu regarder le pour et le contre ici. Je pense que c'est la même chose avec tout ceci. On n'est pas opposés. Il faut essayer de garder les connaissances qu'on a. On a plus de connaissances qu'avant. Je pense qu'avant, on a fait des conneries. Si je parle avec les ex-gens de Cousteau, il y a toujours son physiologiste et ingénieur qui vit toujours. Il me dit, on ne savait pas toujours ce qu'on faisait. Ça, c'est la plupart du temps bien terminé. 2-3 fois, ça, c'est pas bien terminé. Ici, on sait plus. Et quand on sait plus, on va essayer de faire la balance. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui savent changer. On a des ordinateurs qui vont nettement mieux. Quand je vois, c'est un peu des choses qui sont neuves. Quand on voit que Apple se réunit avec Océanic, d'un point de vue commercial aussi, parce que comme ça, Apple peut reprendre tout le monde
marins et plongeurs, et que Oceanic a fait un app dans la dernière Apple Watch qui marche tout de même relativement bien. Vous avez des facteurs gradients dedans, et donc quand on voit tout le suivi, Apple a des capteurs de glucose. Donc l'Apple Watch, par exemple, pour voir l'Apple Watch fait un cardiogramme toutes les 30 secondes et mesure vos troubles du rythme. Tous les cardiologues sont fervents de tout ça. Les diabétologues aimeraient aussi l'avoir. Ça mesure votre glycémie en permanence. C'est pas autorisé en Europe parce que l'industrie pharmaceutique s'est un peu opposée à Apple, a dit vous n'êtes pas pharmaceutique, vous pouvez pas faire ça, mais ça existe aux États-Unis. Apple travaille sur un capteur d'azote dans cette montre avec Oceanic. Si on arrive si loin, c'est ce qu'on aimerait avoir. On a une table de plongée qui est adaptée à nos bulles, et on va voir si on fait une plongée qui est plus sécurisante ou moins sécurisante. Je pense que c'est quelque part, on veut venir à ça. Si on regarde le monde diabétique, et je parle maintenant de la recherche, je sors de la recherche, si on met des capteurs de glycémie sur le bras, et on mesure en permanence cette glycémie. Ça ne marche pas encore dans l'eau. Là, ça ne marche pas. On mesure cette glycémie toutes les 30 secondes. Eh bien, à la fin, si vous discutez avec des endocrinologues, c'est le meilleur moyen pour faire maigrir quelqu'un. Vous mettez un capteur comme ça, il mange une tarte, il voit tout de suite ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et là où il mange trop de calories et moins de calories, c'est beaucoup plus efficace que d'être suivi par une diététicienne toutes les semaines. Vous avez votre capteur, vous voyez tout de suite, ici j'exagère et je dois diminuer la dose. Je pense si avec les ordinateurs on arrive, on essaye d'avoir des capteurs d'azote. Si on a un capteur d'azote style simple qu'Apple s'est développé dans une Apple Watch ou dans quelque chose qu'on porte, ça va changer tout à fait la donne de la plongée. Et donc quelqu'un qui a moins risque ou plus à risque saura s'adapter. Je pense que ça, si je vois un peu l'évolution, c'est quelque chose qu'on va tout de même voir venir dans un temps tout de même relativement proche. D'ici maintenant et 10 ans, ça doit tout de même changer beaucoup. Merci beaucoup. Alors, 3 dernières questions parce qu'on approche les 22 heures. Ça ferait presque 2 heures que Guy parle. Donc, de nouveau, Janine, qui n'est pas Janine. Exactement, c'est Michel. Donc, en conclusion, quels sont les profils adaptés à la plongée nitrox pour vous? Quand est-ce qu'il faut utiliser le nitrox plutôt que l'air? C'est un peu la conclusion de ce qu'on vient de discuter. Je pense si vous utilisez le nitrox pour des plongées qui sont beaucoup plus longues, si vous allez utiliser du nitrox quand vous êtes éloigné d'un caisson où vous devez absolument éviter un grand maximum d'avoir des bulles et d'avoir un accident de décompression. Si vous êtes par exemple en croisière et que vous devez mettre plus que 6 heures pour arriver à un caisson, alors certainement il y a un avantage, et si vous faites des plongées qui sont un peu plus saturantes, voilà. Et là, je ne parle pas de la plongée technique, je parle toujours de la plongée récréative. Parfait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, Pedro Pereira, une question. Micro. Sans micro, ça ne fonctionnera pas. On va passer. Donc, Pedro cherche le micro. Il est parti. Olivier, qui avait une question. Oui, donc merci encore pour l'exposé qui était fort intéressant. Je voulais simplement mentionner qu'on avait guère parlé de pression partielle d'oxygène, et donc j'imagine que les éventuels inconvénients, les inconvénients du nitrox qui ont été évoqués ce soir assez longuement,
sont aussi variables par rapport en fonction de la pression partielle d'oxygène et donc des conditions d'utilisation du nitrox. Et donc, il y aurait peut-être aussi là un paramètre sur lequel on peut jouer pour tempérer un peu les risques, entre guillemets, d'une part par rapport à la décompression d'ailleurs et par rapport aux inconvénients du nitrox d'autre part. Donc ça, c'était une première réflexion. Et alors, je ne sais pas si vous souhaitez y réagir. Non, ou... tout à ouais. fait raison et d'accord avec ça. Et alors, par rapport une petite question là, par rapport au risque d'infarctus que vous avez évoqué, est-ce qu'il serait lié, donc par rapport à l'utilisation du nitrox, est-ce qu'il serait lié directement à la vasoconstriction des vaisseaux ou à une charge supplémentaire que ça induirait au niveau du cœur, ou de quel type de risque parle-t-on? C'est des suppositions, hein, donc c'est vraiment une possibilité qui est à explorer, oui ou non. Hein. Des risques à long terme, c'est toujours très difficile à mesurer, d'en faire la causalité, hein, quel est l'agent qui est responsable. Donc ici, quand on voit qu'avec le nitrox, on est plus oxygéné, donc on a plus de stress oxydatif, et ce stress oxydatif a un effet néfaste sur tout ce qui est endothèle vasculaire, et donc peut engendrer plus de plaques, d'athéromes, etc. Et voilà. Mais à long terme, donc c'est une supposition. Est-ce qu'à long terme, le point de vue pulmonaire va changer? On a des réponses avec des fumeurs. On n'a pas de réponse avec le nitrox. C'est des extrapolations qu'on fait, hein, qu'il faut vraiment garder avec bien des grands yeux. Ça n'est pas prouvé, hein. C'est une hypothèse de travail. Et donc, quand je parlais de l'armée française, cette hypothèse est différente, c'est d'un autre point de vue. On va regarder d'un point de vue médecine du travail, et donc s'il y a un risque, eh ben c'est l'employeur qui est responsable de ce risque. Hein, et l'employeur, comme une assurance, va essayer de limiter au maximum le risque. Ici, on est dans une situation qui est autre. Ce n'est pas pour ça que je dis qu'il faut prendre plus de risques, mais on n'a pas un employeur qui va nous dire attention, ne faites pas ça parce qu'à long terme, on pourrait avoir ceci. Et voilà. Oui, mais je voulais surtout voir l'aspect physiologique des choses, à quoi on pouvait imaginer que ce soit dû, mais on ne sait pas trop en fait. Non. Et alors, si je peux me permettre encore une petite dernière, je sais que certains plongeurs en stage trimix notamment, donc avec des longues décompressions à l'oxygène pur, prennent de la superoxyde dismutase, donc qui est un antioxydant, la SOD. Est-ce que vous en pensez quelque chose, ou est-ce que ça peut avoir une quelconque efficacité selon vous, ou... Je sais pas vous répondre à ça. Donc j'ai fait de la recherche, hein. J'ai fait du développement de pas mal de médicaments et j'ai géré pas mal d'équipes de recherche. Si je dois vous répondre, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont expérimentales, et là il faut se méfier parce que quelqu'un sait dire ah moi j'étais très bien avec ça, mais c'est des single cases, et d'un point de vue statistique c'est très dangereux de parler de tout ça. Autant ça peut être vrai que ça peut être tout à fait néfaste. Maintenant, quand on regarde la plongée, je critique absolument pas la plongée technique, mais il y a beaucoup de modélisation dans la plongée technique. Il faut aussi savoir que l'humain, hein, c'est pas, ma sœur est prof de maths, hein, je lui ai déjà dit plusieurs fois en médecine, 1 + 1, ça donne pas 2, ça donne des fois -1 ou 0. On fait des suppositions, et les suppositions, il faut aussi en tenir compte. Et voilà. La meilleure chose, c'est toujours de mesurer en médecine, mais on ne sait pas toujours mesurer. Et voilà, c'est la raison. Dans beaucoup de choses, on dit oui, on pense que, et on pense que c'est pas dangereux, ou bien on pense que c'est dangereux. Hein, tant qu'on l'a pas vraiment mesuré, on ne sait pas vraiment, c'est une hypothèse. Et donc moi, je plaide pour beaucoup de choses.
participer à pas mal d'études en plongée, ça fera avancer le schmilblick. Et c'est très compliqué de faire des études en plongée, c'est toujours des petites séries, et pour avoir une grosse force statistique, il faut des séries. Je suis d'ailleurs très fier d'avoir fait une étude sous l'eau avec 32 enfants, hein. Ça ne s'est jamais fait. Et j'aimerais bien que les adultes aient le même enthousiasme que les enfants, parce que les enfants, les 32, ce n'était pas prévu dans cette étude, c'était prévu 12. Eh bien, on a tout de même fait 32. Je sais que dans cette étude, pour vous dire, mon étudiante avait cassé son sacrum au ski, donc j'ai repris une partie des mesures sous l'eau. Et quand j'ai fini les mesures cognitives chez le 32e enfant, et j'allais dire non parce que après la dernière mesure, ma bouteille était carrément vide et j'étais vibré, j'étais au duck tank déjà 3 heures sous l'eau, hein. Mais donc ça, c'est les études. Donc on doit essayer de réunir plus de matériel. Et donc si tout le monde participe à des trucs très simples, ça fera avancer beaucoup de choses. Et voilà. La première chose qu'on peut regarder en plongée, c'est toujours d'un point de vue de médecin, on va toujours regarder la sécurité, hein. Donc moi je pense ce que je dis à tous mes patients sportifs, je suis médecin du sport, donc un maximum de gens font du sport, je suis plongeur, donc un maximum de gens qui plongent, mais toujours un peu regarder la sécurité, hein, pas faire n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question, Didier Debecky revient avec une question. Oui, Guy, une dernière petite question, un sujet qui commence tout doucement à prendre de l'ampleur, c'est l'œdème pulmonaire d'immersion. Est-ce que tu penses que le nitrox peut avoir une influence sur ce phénomène? Question très difficile, hein, l'œdème d'immersion. C'est aussi une grosse partie vasculaire et résistance pulmonaire. Il y a pas mal d'œdème pulmonaire, parce que c'est un peu à la mode, hein, cet œdème d'immersion. Il y a pas mal d'œdème d'immersion qui portent ce diagnostic. Moi, j'en ai vu tout de même 3, hein, où ce n'était pas un œdème d'immersion, hein, où c'était un plongeur qui avait de l'asthme, qui a fait une grosse crise d'asthme sous l'eau, hein, qui n'avait jamais eu le diagnostic d'asthme, et par un effort important dans de l'eau froide, il a fait ça. Et donc là, il faut faire la part des choses. Allez, mon point de vue de cette immersion, donc c'est des résistances de voies respiratoires et du vasculaire, et je pense la première chose que moi je ne fais plus en plongée, en sortie de plongée, j'emploie pas de détendeur, parce que je pense que le détendeur est certainement à la fin d'une plongée responsable d'une partie des œdèmes d'immersion. La résistance pour respirer est nettement plus facile si on garde son détendeur en bouche, en surface, qu'un tuba. Voilà. Je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est très complexe cette œdème d'immersion. On ne connaît pas tout. On a des gens qui font j'ai 2 cas d'œdème d'immersion de sportifs de très haut niveau. Hein, je ne m'explique pas avec Peter pourquoi ils ont fait un œdème d'immersion. C'est des gens qui sont en très très bonne condition physique. Il doit y avoir certains facteurs vasculaires ou pulmonaires qui jouent un rôle là-dedans. Pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Merci. Bah oui, l'idée c'était justement comme il y a des restrictions sur les petites fonctions pulmonaires, est-ce que ça pouvait avoir une influence et est-ce que donc le nitrox... Ça peut avoir en théorie une influence. Je te remercie, Guy. Je sais que c'est pas facile d'y répondre, mais comme c'est un sujet d'actualité, je voulais un peu le mettre sur la table. Merci beaucoup, Didier, d'avoir mis ça sur la table. Voilà. Eh bien, d'abord, je vais remercier Guy d'avoir participé à cette première e-conférence. Voilà, merci beaucoup Guy d'avoir présenté ce sujet. Je vais vous remercier aussi d'être venu.
On était 98 à un moment donné, donc on est un peu moins, il y a certains qui sont déjà partis faire dodo. J'ai encore un truc à dire. Ben oui, la prochaine conférence du 7 sera par Vincent Meurice, que vous avez vu ou entreaperçu, qui est à la Guadeloupe, si je me rappelle bien. Et il présentera la gestion des pathologies du stress par le biais de la plongée. Voilà. Donc c'est tout un programme. Vous recevrez bien sûr une invitation. Et encore une petite chose d'ici demain, ou oui, plus ou moins, je crois que j'aurai un peu de temps, je vous enverrai un formulaire d'évaluation. Vous pouvez mettre, il y a mon endroit, on peut mettre ce qu'on veut, mais soyez quand même gentils, hein. Voilà, ne mettez pas n'importe quoi, mais ça me permettra d'améliorer ce type de conférence et savoir si ça vous plaît ou si franchement je devrais arrêter. J'espère que non. Voilà. Je vous remercie d'être passé. J'espère que ça vous a plu. On est resté 2 heures ensemble et je vous souhaite une excellente nuit et à très bientôt. Et à bientôt, Guy. Voilà. Je peux vous dire que la prochaine conférence, elle vaut la peine. Hein, j'ai été invité à Marseille et j'ai suivi tout ceci, donc participer à la prochaine. C'est un autre sujet. C'est tout à fait différent et la plongée joue un rôle et le monde sous-marin joue certainement un grand rôle dans la gestion du stress. Merci à vos questions. Donc, je trouve que c'est aussi très bien d'avoir toute cette interaction. Hein, ça nous ouvre des pistes pour faire d'autres choses et donc, il n'y a aucune bête question. Hein, donc, ça, c'est clair. Donc, on sait où on doit diriger notre gouvernail pour avoir plus de réponses. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée à tous ceux que je connais. À bientôt. Voilà. Et ceux que je ne connais pas aussi, je leur dis bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Voilà, voilà. Ah, Pascal, voilà. Vincent, bonsoir. Voilà. Pedro, ben, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Mathieu. Ben, j'attends que tout le monde soit parti pour pouvoir fermer, comme ça j'arrête l'enregistrement.